une consolidation. Peut-être les tendances là, on aura peut-être. Ouais. Oups. Oui, il choisit. On aurait une tendance haussière, voilà, soit une tendance baissière ou bien en consolidation. Le marché est dans un mouvement stagnant comme ça. Et il n'y a pas une baisse ou bien une hausse claire. Donc, on Ok, espère qu'ils vont nous rejoindre tout à l'heure parce que c'est eux-mêmes qui sont carrément les débutants là. Donc, on espère. Donc, on va continuer. Une d'accord. consolidation est une période pendant laquelle aucun des acheteurs et des vendeurs ne prend le dessus et aucune tendance ne peut se créer. Donc, généralement, on utilise le terme range. Voilà, vous verrez dans Ouais. d'autres circonstances, on utilise le terme range ou d'autres même que tendance neutre. Mais en Exact. vérité, chez nous, RTM, là, il n'y a pas ce terme. Bon, d'autres l'utilisent, mais quand on est peut-être en H1, ou bien on avait déjà vu les time frames avec au début là. Quand peut-être on est en H1 comme ça, et que Ouais. on voit que c'est un range en fait, mais et qu'on descend M1 et en M1, tu verras que cette hausse-là, c'est carrément une tendance. Hein. Cette baisse-là, c'est Ouais, pas une tendance. Donc, d'où le terme de l'affaire de range là. C'est vraiment, c'est pas clair en fait. Ça. Ce terme-là, et on continue. Donc, la théorie de Dow, l'analyse des sommets et des creux chez les graphiques. Généralement, pour déterminer soit une tendance, on regarde un peu les sommets. Ceux-là, on les appelle les sommets et les creux ici, là. Donc, les sommets et les creux de plus en plus bas indiquent la tendance la présence d'une tendance baissière. Les sommets, par exemple, ici, si on avait comme ça, les sommets sont de plus en plus bas, en fait. C'est comme si on avait une tendance baissière. Donc, oui, monsieur Zongo, c'est monsieur Zongo qui ah, Allô? oui, alors, oui. On vient juste de Yes. commencer, parce que celui-là aussi, il vient d'arriver, en fait. On vient juste de commencer. On était à ce niveau, voilà, on D'accord, super. repérage des phases et les tendances des prix. Exactement. Ok, pour les tendances, on a plutôt trois types de tendances. On a une tendance baissière, ou bien une phase de range, ou bien une tendance haussière. Et ça, c'est quand on voit un mouvement de baisse claire. On appelle ça une tendance. Genre, actuellement, le Bitcoin est en train de chuter. Vous êtes au courant? Le Bitcoin est en train de chuter. Donc, on peut dire ça comme si c'est une petite tendance baissière. Sinon, la tendance de fond, elle est haussière. Si on commence depuis quelques années à tracer les droites là. Donc, ce petit mouvement ici, vous voyez que ici, c'est pas clair. Le marché, il a un peu stagné. On appelle ça une phase de range. Donc, généralement, pour trouver les tendances, il faut utiliser les creux et les sommets. Vous voyez les rouges là, on les appelle des creux. Parce que le marché, il a baissé ici et il s'est retourné, ça crée un creux. Voilà, d'autres ils appellent ceux-là des pics. Voilà, on va les appeler sommets. Nous, on va les appeler des highs. Ici, on va les appeler des lows. Donc, le prix, il a fait un high, un low ici. Low, ça veut dire, c'est comme ça, le low, qui veut dire tout bas là, c'est en anglais. Et le high là, voilà, comme ça. Je ne sais pas s'il y a un T. Non, il n'y a pas un T. Donc, c'est un peu ça. Donc, on voit si on a des sommets de plus en plus hauts, vous voyez, on peut dire que, Oui. voilà, et on est dans une tendance haussière. On repère une tendance haussière avec une succession mais pour les tendances haussières, là, je préfère qu'on considère les bas. Avec une succession de points bas de plus en plus hauts, de même que les points hauts sont de plus en plus hauts. Vous voyez, les bas sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus hauts. Donc, on est dans une tendance haussière. Donc, pour une tendance baissière, en fait, tout ça, c'est la théorie de Dow. Voilà, Dow, là, lui, selon lui, sa théorie. Et pour déterminer les tendances, on regarde les sommets. Ici, les sommets, là, sont où? Ceux-là, les sommets. Les sommets sont de plus en plus Ils sont bas. de plus en plus bas. Bien Et sûr. les lows sont de plus en plus bas également. Ah, également. Donc, les points bas de plus en plus bas, de même que les points hauts de plus en plus bas. On est dans une tendance baissière. Baissière. Plus le nombre de sommets ou creux est grand, plus la tendance est forte.
plus l'unité de temps sur laquelle est observée la tendance est grande, plus la tendance sera. Par exemple, si on est sur un graphique de daily, day one, on avait vu les unités de temps, et qu'on a un mouvement comme ça, c'est plus puissant par rapport à si on était peut-être en M15. Vous voyez un peu ici la nuance là. Comme le daily, il est supérieur à M15, là, lui, ces tendances-là sont trop fortes. Parce que là-bas, le prix, il a vraiment pris bien soin, pris le temps de constituer la tendance là. Vous voyez ici, c'est comme si c'était une tendance en range à ce niveau-là. Et on a notre tendance ici 1. Voici les bas 1. Le prix il quitte ici, il vient faire le 2, le 3. Donc, quand vous ouvrez votre graphique, on aura l'occasion de voir tout ça là sur un graphique réel. Là. Donc, c'est vraiment un graphique qu'on peut vraiment bouger, voilà, pour montrer en temps réel comment ça se passe. Combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale, je vous avais dit, l'analyse technique, c'est purement l'observation des graphiques. Voilà, et d'autres, ils utiliseront des outils qu'on appelle indicateurs techniques, mais nous, on ne fait pas ça. On n'utilise pas ça parce que pour nous, ça, c'est une propagande, en fait. L'analyse de niveau clé, quand on va aborder le prochain action, on parle de ça. L'analyse de niveau clé du comportement du prix et des indicateurs. Donc, comme c'est carrément l'initiation, c'est mieux qu'on dise tout. Donc, vous verrez que peut-être certains camarades pourraient utiliser des indicateurs techniques, ne soyez pas étonnés. Mais pour nous, c'est une propagande. L'analyse fondamentale, c'est l'étude des données économiques. Je vous avais dit au préalable que certains événements de la vie réelle peuvent faire bouger en fait les marchés. Genre, on dit que Elon Musk a acheté des cryptos, ou bien on peut acheter les cryptos avec de la monnaie, avec du Bitcoin. C'est un truc qui peut faire bouger en fait le prix du marché du Bitcoin. Là. Ou bien on dit que le Venezuela ou bien tel ou tel pays a légalisé l'utilisation voilà, du Bitcoin ou bien de telle crypto-monnaie devenue une monnaie officielle. Voilà, c'est des trucs de la vie courante, de la vie réelle qui influencent en fait le marché. Donc, eux, on les appelle des annonces, pas annonces économiques, mais c'est plutôt l'analyse fondamentale. L'annonce économique, c'est plutôt genre une banque purement côté de Forex, le marché des devises là. Une banque, peut-être banque centrale là, et le directeur, il fait un discours que voilà, et on a telle ou telle augmentation du prix, augmentation du taux de chômage ou tel truc. C'est des annonces qui font bouger le marché. C'est eux, on appelle des annonces économiques. Il y en a, leur style de trading, ils ne font que suivre les annonces. Ils sont abonnés aux annonces, aux journaux qui sont spécialisés sur ces annonces économiques-là. Et ils ne font que suivre ça. Eux, ils ne regardent même pas sur le graphique là, pour passer tel droit. Mais nous, c'est purement l'analyse technique et c'est ça qui est encore plus technique. C'est de l'art en fait. Allier l'analyse technique et fondamentale, il y en a qui combinent les deux. Bon, chacun fait avec ce qu'il peut. Permettre d'avoir à la fois une vision sur l'économie réelle et les graphiques. Ok. Pour se tenir informé des dernières news économiques, regardez sur investing.com ou FX3 par exemple. Oui, c'est un peu des sites. Eux aussi, eux là, ils sont spécialisés sur les annonces économiques, les news. Ou si vous investissez sur les actions, il faut analyser le rendement. Oui, ça c'est un peu logique. Voilà, ce n'est pas comme ça pour aller investir, par exemple, sur telle entreprise au hasard. Parce que, voilà, on peut se faire avoir. Il faut voir le rendement de l'entreprise, il y a plein d'autres informations. Rendement égale à montant de dividendes brut distribué, voilà, divisé par le cours de l'action sur une base mensuelle. OK. Et maintenant, il y a un autre site, la Forex Factory. Donc, Forex Factory, je préfère les news parce que les annonces là-bas, eux-mêmes, ils te précisent si l'annonce aura un fort impact. Le niveau d'impact de l'annonce là sur le marché, ils ont des petites annotations qu'ils utilisent pour marquer. Par exemple, si l'annonce aura un fort impact, ils vont mettre 3 flèches, mais c'est un truc comme ça. C'est même plus c'est quel logo ils utilisent. Ou bien un impact moyen,
Ils vont mettre 2. Voilà, si c'est à faible impact, c'est 1 seul. Donc, ça aide. Un indicateur technique est une formule mathématique avec des variables qui correspondent le plus souvent au prix à un instant donné sur les X dernières bougies selon les paramètres que l'on a indiqués. Donc, ne cherchez pas vraiment à mémoriser ces trucs-là. Ça, c'est pour vous présenter, voilà, comme je l'avais dit, il y en a qui utilisent des indicateurs, mais nous, on ne les conseille pas, c'est pas bon, voilà, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Donc, c'est pour juste vous présenter, juste pour votre information, qu'il y en a qui utilisent. Les indicateurs, c'est des logiciels qui sont intégrés aux plateformes de trading. Par exemple, si vous remarquerez des fois, vous verrez des gens devant l'écran, il y a le marché comme ça, et en bas, vous verrez voilà, un truc peut-être qui est en train de fluctuer. Si on prend l'exemple du RSI ou bien des banques de Bollinger, voilà, ou bien Ishimoku, c'est des trucs, des outils, les gens ils utilisent ça. Puisque l'outil, lui, il prend les prix du marché pour transformer en autre chose. Maintenant, le trader, lui, il lit l'outil, maintenant, c'est que l'indicateur, il affiche. Bien sûr, il connaît un peu déjà l'utilisation de cet indicateur-là pour interpréter. Mais nous, on voit que tout ça, c'est du ralenti. Nous, on préfère lire directement le marché. Tout est clair là, ça, c'est encore mieux. OK, l'exemple graphique de l'indicateur RSI. Vous voyez un peu l'exemple ici. On a notre graphique du marché. Et ce trader, lui, il utilise l'indicateur technique nommé RSI. Relative Strange Index, c'est ce que ça signifie. Donc, ne cherchez pas à savoir trop loin, puisque nous, on ne va même pas l'utiliser. C'est une propagande pour nous. Quand ils ont ouvert le trading au public, ils ont donné ces outils, puisque c'est gratuit. Celui-là, il est gratuit. Puisque n'importe quelle plateforme, là, quasiment toutes les plateformes ont ces petits indicateurs Ishimoku, tout, voilà. Ça fait que si toi, tu fais sortir ta plateforme de trading et qu'il n'y a même pas ça, personne ne va venir. Puisque la majeure partie trade avec les indicateurs. Donc, vous voyez, ça, c'est l'indicateur qui utilise le prix pour interpréter en lui, voilà, et son calcul, parce qu'il y a une formule mathématique derrière, voilà. Nous, on ne cherche pas trop. Que high, moyenne et aussi et au-delà. Bon, laissons ça. Il existe des outils pour faciliter la gestion de ce trade, les sécuriser et ne pas rester devant les écrans. Ces outils sont appelés stop loss et take profit. Ce n'est pas des outils en tant que tels, c'est des options de trade management. Voilà, quand on ouvre une position d'achat ou de vente, on choisit à un niveau, par exemple ici, on a notre marché qui vient là et on choisit ici de vendre. Quand on choisit de vendre, ça veut dire qu'on veut prendre nos profits à quelque part et on choisit de prendre les profits ici. Donc, quand on vend, on peut placer l'option take profit. On appelle ça take profit. En anglais, voilà, français, prise de profit. Donc, l'abréviation, c'est TP. Donc, c'est un peu ça. Donc, on prend les profits à ce niveau. Donc, il y a l'option, vous pouvez glisser, on verra ça directement sur le marché. Permet de clôturer la position, puisque si le marché, effectivement, il baisse et il atteint le take profit, quand il touche le take profit, ça clôture en fait la position avec une prise de bénéfice. En fait, si c'était 10 dollars ou 20 dollars ou 100 dollars, ça coupe en fait la position et ça encaisse, ça ajoute 100 dollars dans votre compte de trading. Vous comprenez? Permet de clôturer la position de façon automatique. C'est un truc automatique. Puisqu'il y a une autre manière de clôturer. Vous pouvez ne pas mettre de TP, take profit, clôturer ça manuellement. Voilà pourquoi on utilise le terme ici automatique. Lorsque le prix atteint un niveau prédéfini à l'avance, le TP permet de prendre ses bénéfices. Donc, à l'inverse, maintenant, l'inverse, c'est quoi? C'est le stop loss. Le stop loss permet de clôturer une position toujours de manière automatique. Puisque le stop loss permet de ne pas perdre tout son argent. Par exemple, si vous avez déposé, voyons voir, 100 dollars dans votre compte de trading. Donc, si vous lancez une position d'achat ici à ce niveau et que ça ne marche pas, le prix il est en train de baisser. Si vous achetez et que le prix baisse, vous rentrez en perte. Donc, ça vient à moins 10 dollars, moins 20 dollars. Donc, bon, puisque c'est en train de couper dans votre 100 dollars, si ça continue, ça baisse profondément jusqu'à tel point, on voit que c'est à moins 99 dollars ou bien un truc. Bien sûr, il y a l'appel de marge, mais
Il ne faut pas que tous vos 100 $ partent. Si au départ, vous aviez mis, si le marché il part dans le sens contraire à moins 10 $, vous placez votre stop loss à ce niveau, ça veut dire quand le prix se retourne ici dans le sens contraire à moins 10 $, ça coupe et il vous reste 90 $ dans votre compte de trading. Vous voyez un peu l'avantage du stop loss. Vous avez d'autres opportunités que vous pouvez tenter avec les 90 $, peut-être même récupérer les 100 $ et avoir un bénéfice. Vous voyez, au lieu de laisser tout le compte la partie en fumée, voilà, avec les stop loss, vous pouvez sauver votre compte parce que c'est votre outil de travail. Si le compte n'est plus, voilà, vous ne pouvez plus rien faire. C'est un peu ça. Maintenant, le stop loss, il est automatique puisque vous pouvez voir, vous êtes à moins 30, moins 50, couper manuellement. Mais si vous aviez prédéfini votre stop loss à moins 10, j'ai dit, pour ce trade, si ça vient à moins 10 $, je suis prêt à perdre ce moins 10 $ là pour sortir de ce trade là. Donc, c'est un peu ça. Vous placez le stop loss. Voyons, voici un exemple de take profit de stop loss. Ici, la personne a acheté parce qu'on voit que le TP, il est au-dessus. Si on achète, le take profit, bien sûr, il est au-dessus. Et le stop loss, il est en bas. Si on vend, c'est le contraire. Si on vend, le stop loss est au-dessus et le TP, il est en dessous. Parce qu'on a vendu à ce niveau. On peut installer l'observation. Voilà, c'est ce que je parlais. Ça, c'est effectivement l'exemple de Forex Factory. Plus la news est importante. News, là, c'est l'annonce économique. J'utilise généralement ce terme-là dans un jargon qu'ils utilisent dans le trading pour les annonces, l'analyse fondamentale. Plus elle est attendue et regardée, de plus l'importance de l'annonce externe, plus ses répercussions sur les cotations seront à surveiller. Repérez l'importance. Donc, vous voyez ça? On a 3 taureaux. C'est quoi là? 3 taureaux avec cornes là. Donc, plus on a le nombre de cornes là détermine l'importance. Donc, vous voyez ici, c'est à faible impact. Ici, c'est à impact moyen. Donc, à faible impact, faible impact, faible impact. Là, c'est à impact élevé. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire que après l'annonce de celui-ci, ça peut vraiment faire bouger le prix. Apparemment, il y a un bruit à quelque part. Hein. Ok, c'est la radio, je ne sais pas. Identifier les supports et les résistances. Donc, l'outil un peu, c'est pas l'outil, un peu, pas l'outil, je dirais, et un peu les tracés que les gens ils aiment utiliser sur le marché. On appelle ça des supports résistance. Un support, c'est un niveau où le prix il est venu toucher ce niveau plusieurs fois. Quand vous regardez celui-ci, vous voyez, le prix il est venu taper ici, taper, il repart de l'autre côté, il revient taper. Enfin, le prix il a rebondi à ce niveau à plusieurs reprises. Au moins ça, 2 fois comme ça, 3, 4, 5 fois. Ici, donc comme le prix il a rebondi à ce niveau, on appelle ça support. Parce que c'est comme un support. Ça a supporté le prix vers la hausse. Donc, le nom donné, c'est support. Maintenant, résistance, là, c'est comme si c'était le plafond, le prix. Voilà. Il vient taper le plafond, il redescend, il revient taper, il revient taper. Donc, vous voyez qu'il y a eu plusieurs, à plusieurs reprises, ça a réussi à refaire baisser le prix. Donc, on l'appelle résistance. C'est un peu ça. La résistance est une zone sur laquelle le prix se heurte lors d'une tendance haussière. Vous voyez, une tendance haussière, le prix vient heurter ça, il revient heurter, il revient heurter. Et ça, c'est une tendance haussière. Ça, c'est une tendance haussière. Ça, c'est une tendance haussière. Ça, c'est une tendance baissière, tendance baissière, tendance baissière. Donc, le support est une zone sur laquelle le prix se heurte lors d'une tendance baissière. Baissière, 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 baissière. Vous venez heurter un niveau à ce niveau. Une zone. Ok, on verra un support après sa clôture devient une résistance pour l'inverse. Ce genre de situation s'appelle un changement de polarité ou une inversion des rôles. Vous voyez ici, le prix il est venu taper, il revient taper deuxièmement, ça devient quoi? Support. Ok. Il revient, cette fois-ci, ça a cassé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce support, il est devenu quoi? Résistance. C'est ça qu'on appelle
changement de polarité, changement de rôle, inversion de rôle. Rôle reversal, c'est ce qu'on appelle ça en anglais. Support, support qui devient résistance ici. Vous voyez un peu ça? En fait, ça a cassé de l'autre côté, c'est revenu résistance. Et c'est des zones non clés. Donc, c'est un peu la base que je suis en train de poser. De plus, il faut savoir que les supports et résistances sur les unités de temps weekly, daily, plus l'unité de temps est élevée, plus le niveau de support est très puissant ou plus ou moins important. Donc, sont liés sur les plus pertinents que les supports résistants de H1 ou M15. Un support résistant de M1 n'est pas plus important qu'un support résistant de H1. Un support résistant de H1 n'est pas plus important qu'un support résistant de daily. En daily, vous avez un bon niveau de support résistance. C'est vraiment plus puissant qu'un truc de M5. Je vois ici, il existe différents types de support résistance. Horizontaux, oui, ça c'est un autre jargon. Il y a d'autres, le terme là, on appelle ça autrement trendline. Vous voyez ici, le marché est en tendance baissière et on est en train de relier le support résistance. D'autres ils vont l'appeler plutôt oblique en fait, puisque pour eux, ce niveau, cette ligne oblique comme ça, a réussi à retenir le prix. Vous voyez, le prix il est venu taper ici, il est venu taper, ils ont réussi à retenir, il est venu taper, il est venu taper. Donc, ils peuvent l'appeler support oblique. Et l'autre côté, c'était horizontal. Celui-ci, support horizontal, distance horizontale, support oblique. Donc, surveillez également les zones de prix rond, les zones autour des prix, comme le 1.10, puisque généralement les banques, eux, ils ne traitent pas les 0,800, 700 comme les niveaux ici. Vous voyez, à droite ici, c'est le niveau de prix. C'est comme un repère où c'est déjà numéroté jusqu'à peut-être 2. Vous voyez qu'ici, on a 1, 0, 0, 0, comme il y a déjà 2, peut-être 3 jusqu'en haut. Mais quand le prix ne monte pas jusque là-bas, on ne va pas s'afficher. Donc, il faut surveiller les niveaux pile. Vous voyez, les banques, ils aiment les niveaux pile. Les chiffres ronds, on les appelle. Round number, on les appelle. Les chiffres ronds. C'est généralement des niveaux clés aussi. Donc ça, un support résistant qui se forme sur un niveau clé, c'est encore plus puissant. Ça veut dire quelque chose. Parce que les banques, ils aiment ces niveaux-là. OK. Quel argent consacré au trading? On pense qu'on est carrément à la fin maintenant. Investissez premièrement, un premier temps, que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Par exemple, l'argent qui était destiné, voilà, à, je ne sais pas moi. En tout cas, l'argent était destiné à autre chose, ou bien à construire un truc, je ne sais pas, une maison, ou bien acheter une moto. On prend ça et on se dit que, mais pourquoi pas multiplier cet argent-là et à prendre le bénéfice du fait, et prendre, voilà, l'argent maintenant, faire ce que cet argent était prévu, voilà, pour faire au départ. Selon votre capital, favoriser c'est un style de trading. Donc, si vous avez un très gros capital, vous pouvez essayer de faire du swing, comme ce que les banques font, le swing trading. On a vu ça? Le swing trading. Prendre une position qui va durer peut-être une semaine ou bien des jours. Si vous pouvez rester devant les écrans durant toute la journée, le swing trading peut être un style qui vous convient. Sinon, il peut être intéressant, mais ça, c'est pas totalement vrai. Parce que si vous pouvez prendre, si vous avez pu avoir votre position, vous pouvez prendre et puis laisser, voilà, venir couper un peu le soir, ou bien si vous avez mis votre TP, votre stop loss, allez toucher sans que vous interveniez. OK. Sinon, il peut être intéressant de se pencher sur le swing trading dans un premier temps du moins. Car ce type de trading demande moins de temps, d'écran, donc moins de suivi quotidien. Le swing trading, vous lancez et vous attendez des semaines ou bien des mois. Mais il faut un capital conséquent. Quand ce type de trading demande moins de temps, d'écran, donc moins de suivi quotidien. Okay. Pour le Forex, exemple, quel argent consacré pour au trading? Achat de, par exemple, on prend une position avec un lot de 1. Vous me suivez comme c'est un peu silencieux là? Oui, oui, parfaitement. Ah, ok. Ça veut dire si oui. On suit. Vous achetez. On est là. Ah, ok. Vous achetez
pour 100 000 euros. J'avais dit au préalable qu'un lot sur le Forex fait 100 000 unités, non? Donc, ça correspond à 100 000 euros. Donc, il y a un bruit qui se passe ici, hein, je sais pas. Donc, 109 000 USD que vous avez acheté. Hein, ça ignorance. Autre cas, lot de 0,01, vous achetez 10 000 euros, donc 10 900 USD que vous avez acheté. Sur les indices, un lot correspond à un contrat, une variation de 1 point. Sur les indices, dans les points, on utilise comme unité au lieu de pips. Voilà, sur le Forex là. Fera varier votre compte de 1 dollar. Puisque là-bas aussi, comme en fonction de leur unité de variation, et avec le logiciel NinjaTrader, vous pouvez vraiment trader les actions aisément. Le logiciel NinjaTrader. Sur les matières premières comme l'or ou le pétrole, il vaut mieux se référer à une table, car la règle n'est pas générale pour chaque actif. Voilà, les matières premières là, et ça dépend. J'avais même dit que les jours tradables de certaines matières premières, c'est pas les mêmes. Exemple, pour un lot, une variation de 1 point sur l'or, 0,01 avec une variation de capital de 1 dollar, on 10 dollars pour le pétrole avec toujours un lot. Vous voyez un peu la différence? Ça veut dire le pétrole la bouffe plus que l'or. Parce qu'avec le même lot, une petite variation de 1 point, chez l'or, on a 1 dollar. Mais le pétrole, on a 10 dollars. Celui-là. L'effet de levier, j'avais oublié. En fait, l'effet de levier est une forme d'endettement qui permet d'avoir plus de moyens dans l'optique de pouvoir investir de façon plus importante. En fait, il permet d'augmenter sa marge disponible et donc de pouvoir prendre des tailles de position plus importantes que l'on ne pourrait prendre sans levier. Par exemple, si vous avez un compte de 20 dollars comme ça, en fait, généralement, les petits comptes, on ne peut pas ouvrir des grosses positions. Par exemple, les lots mini. 0,1, c'est un mini lot. 0,5, c'est 5 mini lots. Maintenant, qu'est-ce que les brokers font? Ils prennent notre capital multiplié par un facteur qu'on appelle l'effet de levier. Par exemple, si l'effet de levier est de 300, on prend 300 multiplié par 20, ça fait combien? Ça fait 6 000. Ça veut dire quoi? On peut avoir 6 unités. Un mini lot, c'est combien? Un mini lot, c'est combien d'unités? Vous vous rappelez, c'était 10 000, on avait vu. Un lot standard, c'était 100 000 unités. Un mini lot, c'est 10 000. Maintenant, les micro-lots, là, c'est 1000 unités. Donc, on peut ouvrir combien? 6, comme c'est 6 000, voilà, on peut avoir une position de 0,06. Parce que ça, c'est 6 micro-lots. Un micro-lot, ça fait 1000 unités. C'est ce que ça signifie. Vous voyez ici, effectivement, plus le lot est grand, plus le bénéfice. Par exemple, si vous avez ouvert une position avec, on va voir l'exemple ici. Si vous voulez prendre position sur une paire de devises avec un lot de 1, pour une variation de 1 pips, le bénéfice est de 10 dollars. Ça, c'est reconnu sur le Forex. Avec l'effet de levier, il ne faut pas 100 000 euros de marge. Puisque pour ouvrir un lot de 1, il faut 100 000 euros, 100 000 unités. Maintenant, comme on n'a pas tout cet argent, si on a peut-être 100 dollars et que, puisque l'effet de levier, on modifie ça, il y a une option au niveau du broker pour rendre modifié. Et que l'effet de levier, on a un effet de levier de 1000. Vous voyez que quand on multiplie, on a quoi? On a 5000. Ça veut dire qu'avec 100 dollars, on peut ouvrir un lot de 1. Si on a réglé l'effet de levier à 1000. Bien sûr, l'effet de levier, il y a des brokers, l'effet de levier, même ça dépasse même pas 1000. Ça dépasse même pas 500. Selon les brokers, il y en a qui ça fait 3000. Ça fait 3000. Mais c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire, comme tu peux ouvrir un lot de 1 et que une variation de 1 pips, si tu as acheté que le marché a bougé de 1 pips, tu as 10 dollars. Si le marché va de l'autre côté aussi, tu as moins 10 dollars. Donc, en un rien de temps, le compte peut partir en fumée. Comme en un rien de temps, les 100 dollars peuvent se transformer en 1000 dollars.
c'est un truc à double tranchant. Donc, il y en a qui ne conseillent même pas de trop mettre un effet de levier assez élevé. Avec l'effet de levier, il ne faut pas 100 000 euros de marge pour prendre un trade avec un lot de 1. Avec un effet de levier, un 100, il est possible de trader un lot standard avec 1000 dollars. Vous voyez? Mais eux, ils ont pris un petit levier. Donc, comme le levier, c'est un 100, il y en a même ça, même, je pense que c'est beaucoup. Avec un compte de 1000 dollars, 1000 multiplié par 100, ça fait combien? Ça fait 100 000. Donc, ça leur permet de prendre un lot de 1. Donc, de marge. Donc, 100 fois 1000, ça fait 100 000. Donc, avec un compte de 1000 dollars, si vous placez l'effet de levier 100, vous pouvez prendre un lot de 1. Donc, une variation de 1 pip, ça fait 10 dollars. Si ça va dans le sens contraire de votre trade, vous avez moins 10 dollars. Attention, l'effet de levier permet donc de pouvoir prendre des positions de plus grande taille et ainsi gagner plus, mais en contrepartie, il expose à des pertes plus grandes. De plus, depuis la mise en place de la norme USMA, Autorité européenne des marchés financiers, c'est les autorités et les agences de régulation, les leviers les plus importants disponibles sur les comptes européens sont de 1,30. Voilà pourquoi dérive là, et je sais, monsieur Zongo ne connaît peut-être pas dérive. Dérive, c'est un broker qui propose des indices synthétiques en fait. Leur effet de levier, c'est un peu bizarre. Ça fait que il y a des pays qui ont interdit ce broker, comme les États-Unis, je pense qu'il y a l'Iran, l'Arabie Saoudite. Les pays arabes, là, il y a d'autres aussi qui ont interdit. Je pense qu'il nous reste 10 minutes. On va voir qu'est-ce qui reste. En trading, la psychologie et le money management sont les deux principaux piliers de la réussite. Voici quelques exemples. Toujours respecter son plan de trading, ne jamais décaler son stop loss, ne pas succomber à la volonté de l'argent facile, ne jamais cesser d'apprendre sur le trading. Par exemple, vous avez pris une position d'achat et vous avez mis votre stop loss ici. Le prix il monte un peu, et il est là, il est tout proche de votre stop loss. Vous savez bien, s'il touche votre stop loss, vous allez perdre de l'argent. Quand vous avez peut-être espoir que ça va remonter, vous déplacez votre stop loss encore plus bas, encore plus éloigné du prix pour qu'il ne touche pas. Vous voyez que vous rentrez, s'il vient toucher, vous perdrez encore plus d'argent. C'est ce qu'on n'aime pas là. Ce n'est pas bon pour la psychologie. Peut-être pour être le moins exposé possible à votre psychologie, qui vous portera parfois préjudice, il est plus que recommandé de planifier ses trades avant de prendre sa position. Justement, notre plan de trading, vous verrez par la suite, nous permettra d'éviter vraiment d'avoir une grande avance sur ça. Sur ce côté-là, il faut absolument définir, puisque nos setups-là, chaque setup, avec l'apprentissage, il y a tout. On sait déjà où on met nos targets, nos TP. TP, là aussi, on utilise le terme target, ou bien le stop loss. Voilà, déplacer son stop loss, il aurait fallu prendre une taille de position plus petite. OK. Une fois cela bien assimilé, vous êtes en mesure de mieux comprendre le money management. Chaque prise de position sur le marché ne doit pas excéder plus de 3%. Chez d'autres, même, c'est 2% de leur capital. Mais on n'a pas se dire la vérité. Un compte de peut-être 50 dollars, 100 dollars, essayez de voir 3%. Bon, peu pourront respecter ça. Hein. Il faut avoir peut-être un gros compte, peut-être 500 ou 1000 dollars. Voilà, pour peut-être mieux respecter le money management. Comme il y a certains qui veulent échanger 10 dollars comme là, bon, les 3%, ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec. En résumé, il faut avant chaque type de position définir un SN ou un TP. Calculer sa taille de position en respectant le pourcentage de capital maximum que l'on se permet de perdre. Par exemple, les 3%. 3% de 100 dollars, c'est 3 dollars. C'est ça, non? Les 3 dollars, on nous dit que quand tu ouvres une position, il faut risquer 3 dollars. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Le stop loss va nous permettre de perdre 3 dollars. Quand le prix remet de taper le stop loss, on va couper dans notre compte 3 dollars. Il faut donc prendre un mini lot, ce qui le sera gagné ou perdre. Par exemple, quand les gens ils déplacent leur stop loss, ça signifie qu'il y a un problème. On leur conseille il fallait qu'ils diminuent la quantité de l'eau. Là, ils pourront mettre leur stop loss plus loin. Voilà, par exemple, s'ils ont fait baisser leur stop loss
et il ne risque maintenant que peut-être 30 dollars, moins 30 dollars. Ils pouvaient laisser le même stop loss à ce niveau et puis risquer peut-être 20 dollars s'ils avaient choisi de diminuer la quantité de lot qu'ils allaient pour prendre la position. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à ce niveau. Oh, je pense que maintenant, trouver sa plateforme de trading, s'inscrire chez un courtier et commencer en démo. Donc, il y a plusieurs plateformes. On a MetaTrader 4 ou 5, TradingView ou bien Flow Real Time. TradingView, il y a ça en ligne sur les navigateurs là. Tapez tradingview.com. Il y a tous les marchés, hein, crypto-monnaies et presque tout, les chiffres et autres là. Le broker, moi, je conseille Excusez, Oui. excusez. Voilà, sur le TradingView, par exemple, on ne trouve pas les indices synthétiques. Je ne sais pas pourquoi. Oh, si, il y en a. Il faut taper implémentation dérive. Il faut taper sur Google. Tu tapes sur Google. En fait, et ça, ils ont fait comme si c'était une extension complémentaire. Il faut taper implémentation dérive et tu mets TradingView. Puisque leur lien là est différent des autres là. Tu verras que devant le site de l'adresse de TradingView, là, il y a un truc qu'ils ont mis dérive, un truc ici. Il y a une adresse avant.tradingview.com. Donc, il y a tout. Ok. Ah, D'accord. ok, ça va. Donc, Jasforex, FBS et Forex. Donc, celui-ci, il est bon. Celui-ci aussi, bon, pas mal. Parce que les spreads là sont moindres. J'avais dit au début qu'il faut les spreads faibles. Il faut privilégier les brokers avec les spreads faibles. C'est ce que j'avais dit. Un compte démo est un compte permettant de s'entraîner justement. Les comptes démo, c'est de l'argent virtuel fictif avec les conditions réelles du marché. Donc, c'est le même marché que les gens qui tradent avec du vrai argent. Donc, on s'entraîne avec le compte réel pour voir un peu ses performances avant de mettre maintenant le vrai argent. Mais, vous voyez la différence côté crypto-monnaie, là où les gens ils investissent en achetant des vraies pièces. Là-bas, il n'y a pas de compte démo. Ouais, un peu. Là-bas, il faut mettre de l'argent sur le portefeuille et autres là pour acheter tel ou tel crypto. Mais si on veut spéculer autour de là-bas, il y a l'option compte démo. C'est un peu ça. Je pense qu'on a une longueur. Lorsque vous utilisez un compte démo, il faut faire preuve de la même rigueur. Et il y en a, ils sont paresseux. Ils foutraient un compte démo et je dis, ah, comme c'est compte démo, ils lancent la position et ils ne mettent même pas de stop loss ni de TP, ils passent tout le temps. Donc, les mêmes bêtises qu'ils font avec le compte démo, ils vont reproduire les mêmes bêtises en compte réel. Je dis que non, que c'est parce que c'est un compte démo, que si eux passent en réel, ils ne vont plus faire ça. Mais l'habitude, là, il faut. Oui, c'est une question. Non, non, ça va. Oui, oui, il faut prendre vraiment l'habitude. Il faut vraiment s'inculquer vraiment l'habitude, là. C'est pas parce que c'est un compte démo. Il y a un qui parlait que lui pouvait même se réveiller à minuit ou un pour surveiller des positions, hein, devine quoi? Sur des comptes démo, je dis, ah, je dis, ça c'est bon. Déjà, un compte démo, toi, tu fais un niveau comme ça, là, c'est bon, c'est pas mal. Donc, si tu te mets dans ta tête que c'est un compte réel, bien sûr, il y a l'absence du sentiment de perdre du vrai argent. Il y a ce manque-là, mais et on peut vraiment essayer de reproduire les conditions, voilà, que si c'était comme un compte réel. Ok, je pense que pour la partie initiation, la mission, vous n'avez pas une question particulière ou bien. Oui, j'entends, je suis là, je suis là. Je demande si vous n'avez pas une question, parce qu'il nous reste 2 minutes de Zoom, quoi. Et la session là est terminée maintenant. J'ai fini un peu tous les PowerPoint là pour la partie initiation là. Bon, je crois que vous allez nous renvoyer en fait les vidéos, donc on puisse Oui, regarder. oui, voilà, justement. Et Voilà. voilà, vous avez Telegram, non? Vous avez Telegram? Oui, Voilà, oui, oui. comme WhatsApp, là, on ne peut pas envoyer les vidéos longues. Là. Donc, on va vous ajouter sur un groupe Telegram. Voilà, sur lesquels je vais balancer les deux parties là. La première partie qu'on avait fait, et puis cette partie-là. Donc, les autres là aussi, je vais tous les inviter là-bas. D'accord. Donc, Ça me permet de regarder ça tranquillement et éventuellement de vous revenir. Voilà, donc ça c'est la partie purement, vous voyez qu'il y a trop de textes. Moi, je n'aime pas les textes là.
Nous, on préfère le direct. Vous voyez un peu que Ça va. je suis un peu limité avec le PowerPoint. Donc, mais les prochaines séances, là, ça sera purement des images. Nous, on travaille plus ça avec les images, comme c'était vraiment l'analyse là. Voilà, on a vraiment fait l'effort de schématiser, même si le schéma, on va mettre le texte. Là, Ok. c'est encore mieux. Donc, à demain. Demain, c'est bon, non? Demain, la prochaine séance, là? Demain, en Zoom ou bien en présentiel? Je ne sais pas, un Zoom. En Zoom. Oui, oui. D'accord. D'accord. Sinon, moi, j'aime bien le présentiel. Ah, ok. Tous les... Ok, du reste là, lui, il n'a plus de questions. Non, ce sera tout. Ah, mais toi, tu comprends un peu déjà ce qu'on vient de faire là. En tout cas, Ah, il n'y a pas assez de questions. ok, j'arrête un peu l'enregistrement pour aujourd'hui. D'accord.